Guillaume, je me rappelle que Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, avait pris la parole, il me semble, en février. Mmh, Et il parlait de la situation, alors plus spécifiquement sur Paris, mais il parlait aussi de mmh. la proche banlieue parisienne. Et il s'était montré très inquiet. Il avait fait un constat alarmant de la situation en disant qu'il y avait une nette recrudescence, effectivement, de ces affrontements entre bandes rivales, qu'il y avait un rajeunissement et qu'il y avait une montée en puissance aussi de la violence par Mmh. l'utilisation de ces armes. Alors, est-ce que c'est propre à Paris et à sa région ou est-ce que c'est un phénomène Bah, qu'on d'abord ressent sur, partout? à peu près 300, affrontements entre bandes par an en moyenne, hein, 90 c'est la région Île-de-France. Et l'Essonne, c'est un tiers, hein. C'est une Oui. centaine par an sur, un peu plus de 300, au niveau national. Donc vous voyez qu'il y a une concentration dans ce département, spécifiquement, plus généralement sur la plaque francilienne. Maintenant, si on regarde les chiffres de façon un peu clinique, les années vraiment difficiles, c'est la sortie de Covid, hein, enfin sur les 5 dernières années, hein. C'est vraiment 2020, de 2020-2021 sont 2 très mauvaises années. Sans doute parce qu'il y a peut-être un phénomène de décompensation et comme vous le disiez, il n'y a pas que l'effet météo, mais l'effet confinement a pu aussi jouer et donc les années 2020-2021 sont 2 très mauvaises années sur le plan, statistique et puis ça s'est amélioré, hein. Les années 2023-2024 sont, relativement meilleures. Ça s'est stabilisé autour de 300. Quant au nombre de décès, en Essonne, c'est 1 à 3 par an. Alors c'est toujours 1 à 3 de trop, mais ça reste globalement stable, hein. Il n'y a pas Mhm. d'explosion des morts, hein, et à quoi ça tient? Parfois, à un contexte, à, l'usage d'une arme dans l'affrontement. Ça peut causer des blessures, qui sont d'ailleurs en baisse, hein. Quand on regarde le nombre de blessures, on est à peu près à 200, entre 200 et 300. Et après, effectivement, il y a la question du nombre de morts. Donc il y a pas de véritable explosion. En revanche, ce qui est vrai, c'est que depuis quelques semaines, dans le département de l'Essonne, on sentait monter des tensions et c'était pas un hasard si Frédérique Camiri, la préfète, du département, avait réuni aujourd'hui les maires et un certain nombre de partenaires. Elle ne pouvait pas savoir que à 16h30, 17h ce soir, il y aurait un affrontement qui causerait la mort d'un jeune homme. En revanche, elle pressentait bien que depuis quelques semaines, il y avait un contexte qui n'était pas bon. À quoi cela tient? C'est aussi difficile à dire, mais les réseaux sociaux jouent quand même un rôle, hein, Mhm. dans ces affaires. Des affrontements entre bandes rivales depuis 5 à 10 ans et surtout depuis 5 ans, les réseaux sociaux les ont exacerbés parce que c'est à la fois un lieu de mobilisation. On va préparer l'affrontement avec des systèmes de rivalité exacerbés par les réseaux sociaux. Il y a une sorte de préchauffe un peu d'avant-match, si vous me permettez Et la avec la métaphore. crainte du fameux match au retour où derrière on On se filme, on filme, renvoie on ça sur les filme réseaux sociaux. l'affrontement, et donc ensuite, on rediffuse les images pour remobiliser et donc après on rentre effectivement dans Donc une ça rentre, ça fait spirale. un espèce de Bah, cercle vicieux. recrutement, documentation de l'affrontement, rediffusion des images dans la perspective de recruter à nouveau et vous sortez pas de cette surenchère avec en plus un phénomène qui est une confusion entre le virtuel et le réel. Parce que dans le virtuel, on peut se dire les pires horreurs, on peut se Ouais. promettre les pires choses, mais quand on se retrouve dans le monde réel, armé, bah là, Mhm. ça se termine par des drames. Donc le rôle des réseaux sociaux et la responsabilité des hébergeurs, est aussi extrêmement forte. On ne devrait pas permettre, par exemple, que les images des affrontements soient diffusées, qui sont des images parfois extrêmement sanglantes. Il faudrait qu'elles puissent être immédiatement retirées, modérées et ça, malheureusement, ça n'est pas toujours le cas et ça encourage ces phénomènes-là. Donc c'est assez complexe, Mhm. une fois encore, si on prend un peu de recul, il n'y a pas d'explosion au sens où on n'a pas un doublement, un Et triplement. pourtant, on a quand même un discours très alarmiste des autorités. Encore une fois, je reprends Laurent Nunez, ce Mais qu'il parce que disait c'est il y grave. a quelques mois. Mais parce que c'est grave. Il était, voilà, il sensibilisait l'opinion au fait que, à la fois, il estimait, enfin, lui disait en tout cas qu'à Paris, il y avait une augmentation ces derniers mois des phénomènes de bandes effectivement un rajeunissement inquiétant et puis l'utilisation d'armes. Et comme vous disiez, d'armes chez des très jeunes, des armes Alors, blanches. les armes, c'est dans les trois quarts des rixes, il y a de l'arme blanche. Ouais. Après, ce qui est plus inquiétant, c'est que maintenant, on commence à voir, ça c'est vrai que c'est un peu nouveau, dans un tiers des cas, les armes à feu. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose de plus récent. Mais après, dans le cas particulier de Paris, ce que le préfet de police voulait surtout dire, indépendamment des rixes, c'est qu'il avait plus de mineurs, toutes choses égales par ailleurs, mis Ouais. en cause dans Mhm. des affaires de violence avec armes. Toute affaire confondue. C'est pas que la rixe, c'est ce que Mhm. disait monsieur, hein. C'est-à-dire que derrière rixe, on peut mettre beaucoup de Ouais. réalité.
En fait, c'est la violence avec arme. Ça peut être la violence crapuleuse parce qu'on veut voler un téléphone portable. Ça peut être un règlement de compte. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent aller dans la règle. C'est pas forcément en bande organisée. Il n'y a pas toujours des bandes d'ailleurs. Comparution immédiate pour les mineurs. Je lisais ce qu'expliquent certains éducateurs. Guillaume, en fait, ils disent voilà, actuellement, ils passent pour la première fois devant un juge pour trancher leur culpabilité, puis le jeune est convoqué plusieurs mois plus tard pour décider ensuite de la sanction. Et entre les deux, il y a un suivi par les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Et ce que disent les éducateurs, c'est qu'en fait, raccourcir les délais, ça empêche à ces jeunes de montrer autre chose et que le principe de la justice des enfants, des mineurs, repose sur un principe d'éducabilité des plus jeunes. Ça, j'entends. Après, ce que j'observe aussi, c'est que les délais sont quand même souvent déraisonnables. Si vous êtes jugé majeur pour des faits que vous avez commis mineurs et qu'entre-temps votre situation personnelle a évolué, quelle est la valeur de la sanction? Elle est complètement à contre-temps. Elle peut même être contre-productive, puisque si vous êtes jugé à 18 ou 19 ans pour des faits que vous avez commis à 17, ce qui peut arriver encore parfois dans certaines affaires, votre vie personnelle peut s'être stabilisée. Vous pouvez retrouver un emploi, vous pouvez avoir avancé dans la vie. Et on va vous ramener à une affaire antérieure pour laquelle il faut évidemment être jugé. Mais vous êtes complètement en arythmie quelque part. Et ça c'est pas acceptable. Après, ce que j'entends aussi dans les propos de Bruno Retailleau, c'est un copier-coller du programme du Rassemblement national sur la suppression de l'excuse de minorité, dont il faut rappeler que entre 16 et 18 ans, si vous comparaissez devant une cour d'assises pour mineurs, pour des crimes, notamment pour un homicide, ce sont des jurés tirés au sort qui, au nom du peuple français, vont décider ou pas de la lever. Donc pourquoi enlever au peuple ce droit? C'est lui qui apprécie au regard des circonstances de l'affaire, que nous ne connaissons pas ici, parce qu'il y a autant d'affaires que de jugements. Et donc, pourquoi enlever cette représentation qui est démocratiquement pure? C'est ça qui est complètement paradoxal pour quelqu'un qui se dit proche du peuple, etc. On verra ce qui ressortira du débat parlementaire aussi. Oui, mais alors sur la politique répressive, typiquement, alors je veux bien, il y a l'idée de raccourcir les délais, et puis ce que dit Bruno Retailleau aussi, c'est qu'il y a un moment donné, il faut une sanction, et il dit qu'il faut des petites peines, courtes. Mais le choc carcéral, ce qu'on appelle la théorie du choc carcéral. carcéral. Mais est-ce que la prison, elle fait peur à ces enfants? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est efficace? Non, le choc carcéral, ça ne marche pas. C'est exactement ce que vient de dire Roselyne. On en fait effectivement c'est un fait d'armes, c'est un fait glorieux. Et les études sociologiques montrent que le choc carcéral ne fonctionne pas. En revanche, ce qui fonctionne, c'est le dépaysement. J'ose pas dire déportation ou délocalisation, mais c'est le fait de vous déplacer. C'est-à-dire que quand vous vivez dans un quartier, vous êtes on vous dit d'aller ailleurs. On vous met autre part. D'ailleurs, dans les mesures, ça donne de très bons résultats, mais c'est très complexe à mettre en œuvre et parfois assez coûteux.